Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 22h à la une dans l'actualité. Le chef de l'État est arrivé à Kigali pour le sommet du TIC. Avant de quitter la capitale, le président Guelleh reçoit le président du comité international olympique. Et enfin, dans l'actualité internationale, Proche-Orient, Abbas s'est dit prêt à rencontrer Netanyahou. Bonsoir, le président de la République Ismaël Omar Guelleh est arrivé cet après-midi à Kigali, la capitale rwandaise, où il prendra part demain à un sommet de 2 jours sur les technologies de l'information et de la communication. Intitulé Transform Africa, ce sommet vise à mettre le projecteur sur le concours précieux que le développement et la démonstration d'éthique peuvent apporter au développement du continent noir. Il sonne également le glas et de la nécessité pour l'Afrique d'entamer une nouvelle phase de son décollage économique après celui largement réussi d'acquérir les infrastructures indispensables à son essor. Djibouti fait partie d'un cercle restreint de nations africaines qu'envie à prendre part à ce sommet. Avec ce sommet, notre pays trouve indéniablement matière à aiguiser son inspiration relative aux voies et moyens d'entendre l'usage éthique au plus grand nombre de nos compatriotes. La maîtrise d'éthique intègre les atouts et préalables dans notre pays, dont notre pays doit disposer en amont afin d'accéder à un environnement attractif et hautement favorable à l'afflux des investissements étrangers que requiert en partie le développement djiboutien. Une importante délégation comprenant le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, M. Abi Youssouf Sougué, accompagne le président de la République dans le cadre de ce déplacement au Rwanda. À noter également la présence de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et au Rwanda, M. Mohamed Idriss Farah, au sein de la délégation conduite par le président Guelleh. Un sommet qui vise, on le rappelle, à mettre le projecteur sur le concours précieux que le développement et la démonstration d'éthique peuvent apporter au développement du continent noir. Notre envoyé spécial, Saad Ahmed, nous fait le point sur les préparatifs de ce sommet à Kigali et Kigali qui se prépare pour accueillir ce sommet. On est à Kigali, capitale du Rwanda. Organisons un sommet de technologie de l'information et de la communication. Cette conférence intitulée Transform Africa met l'accent sur les parcours précieux que les TIC peuvent apporter au développement de l'Afrique. À cet effet, le Rwandais se prépare à abriter une importante conférence dont le président djiboutien, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est convié à prendre part de ce sommet. Plusieurs collines se préparent à abriter justement une importante conférence sur les TIC, bien également à accueillir une dizaine de chefs d'État africains conviés à prendre part à un sommet sur la technologie de l'information et de la communication. Le président djiboutien fait partie des leaders africains qui sont conviés à ce sommet, un sommet qui porte sur le précieux concours que la maîtrise d'éthique peut apporter au développement économique de l'Afrique. Il semble donc le glas de la nécessité pour l'Afrique d'entamer une nouvelle phase de son décollage économique après qu'elle ait largement réussi le principe d'acquérir les infrastructures indispensables. Sommet sous très haute sécurité, Kigali semble avoir pris toutes les dispositions utiles au confort et à la protection des délégations. Et on va écouter justement les explications de l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Mohamed Idriss Farah. Le président Ismaël Omar Guelleh à prendre part à cette conférence qui va débuter jeudi matin et qui est vraiment quelque chose de très important pour le développement des nouvelles technologies en Afrique. Maintenant, pourquoi Djibouti? Tout simplement parce que Djibouti a des similarités avec le Rwanda. Le Rwanda est très avancé sur les nouvelles technologies. Si vous vous promenez un peu dans Kigali, vous allez voir que partout, la connexion Internet se fait et le président Kagame, qui est l'initiateur de cette conférence et de ce développement des nouvelles technologies, a voulu associer des pays aussi importants à ses yeux, comme Djibouti, le Gabon, le Togo, qui sont vraiment des précurseurs en la matière. Également, le Maroc sera présent à cette conférence. Et donc, c'est un honneur pour le président et Djibouti d'être représenté par le chef de l'État à cette conférence, qui est vraiment l'outil nécessaire pour un développement du continent africain, pour un développement bien sûr de Djibouti, et nous avons les infrastructures
qui sont extrêmement développés. Le président Kagame lui-même est venu en visite officielle à Djibouti et était impressionné par le développement de nos infrastructures et cet outil supplémentaire des nouvelles technologies sera un palier essentiel pour arriver à un développement certain pour notre pays. Et nous restons toujours au Rwanda où nous avons au téléphone Saada Ahmad depuis Kigali en direct. Bonsoir Saada. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les préparatifs de ce sommet qui concerne l'ETI, qui est sommet à laquelle le chef de l'État prend part et qui est arrivé à Kigali, la capitale rwandaise? Bonsoir Asma. Effectivement, le président Zélé est arrivé à Kigali pour prendre part demain aux travaux du sommet de 2 jours sur les technologies de l'information et de la communication organisées par le Rwanda. 10 chefs d'État africains vont participer à ce sommet organisé par le Rwanda. Ce sommet intitulé Transform Africa porte sur les concours précieux que la maîtrise d'études peuvent apporter au développement et la démocratisation de l'Afrique. À l'aéroport de Kigali, le président Zélé et sa délégation ont été accueillis par le ministre de la Santé rwandais, son Excellence M. Patrick Diné-Banzi. Aussitôt, la délégation égyptienne se dirige vers le centre de convention de Kigali, dont le chef d'État, son Excellence M. Ismaël Marguerite, a été accueilli dans l'hôtel Radisson par son homologue, le président rwandais Paul Kagame. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations, surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Au cours de ce sommet de 2 jours, le travail portera sur la transformation du continent africain grâce au pouvoir de la technologie. De ce soir même, le président Zélé prendra part au dîner réception en l'honneur du chef d'État africain organisé par le président rwandais Paul Kagame. Et voilà tout ce que je peux dire sur la préparation de ce sommet. Nous allons revenir en détail sur l'ouverture et le travail de ce sommet dans les éditions de demain. Et merci de m'avoir donné l'antenne Asma et bonne soirée. Merci Saada Ahmad, en direct depuis Kigali, la capitale du Rwanda. C'était Saada Ahmad en direct depuis Kigali, qui donc notre envoyé spécial sur ce sommet qui prendra part, qui va s'ouvrir demain, à laquelle le président djiboutien prend part. Autre nouvelle, avant de quitter la capitale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel en visite, cours de courtoisie, le président du comité international olympique, M. Thomas Bach. Il a été introduit au chef de l'État par la présidente du comité national olympique, Mme Aïcha Ali Garet. Les discussions entre le président Guelleh et son invité ont porté essentiellement sur les voies et moyens de développer des sports nationaux. Rappelons que le responsable international a pris part à la 17e session de l'Assemblée générale des comités nationaux olympiques d'Afrique qui a été lancée mardi à l'hôtel Kempinski. Sous les auspices du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, le ministre d'État à la jeunesse et au sport a assisté à cette audience. Dans une brève interview accordée à la chaîne nationale, le président du comité international olympique, Thomas Bach, nous a expliqué les sujets les plus importants abordés avec le président au cours de cette réunion. On l'écoute. C'était d'abord de remercier son Excellence le Président pour la grande hospitalité djiboutienne de recevoir l'Assemblée générale d'ACNOA, mais aussi de discuter le développement du sport dans le monde, mais en particulier à Djibouti.
et de discuter comment le sport peut contribuer au développement de la société djiboutienne. Et là, on a trouvé quelques routes pour que le gouvernement aide au sport et le sport, et en particulier le Comité national olympique sous la présidence de Madame Garadali peut supporter la société et le gouvernement. Nous avons évoqué le sujet de l'éducation et comment le sport peut contribuer à l'éducation des jeunes, à l'éducation physique, mais aussi en ce qui concerne l'éducation concernant les valeurs sportives et les valeurs humaines. Nous avons aussi discuté le développement du sport de haut niveau au Djibouti, afin que le Djibouti puisse gagner des médailles aux Jeux olympiques. Et nous avons aussi discuté la contribution du sport en ce qui concerne la crise des réfugiés. Ça m'a donné l'opportunité de remercier et de féliciter son Excellence le Président pour la grande contribution que Djibouti fait en ce qui concerne les réfugiés qui sont ici à Djibouti. Également dans l'actualité, l'Assemblée élective a effectivement débuté ce matin pour la présidence de la CNOA en raison des récents événements qui se sont déroulés à Djibouti. Palace Kepensky, le Camerounais Hamad Kalbaba ne pourra plus être candidat à la présidence puisqu'il a été disqualifié. On reprocherait également à l'actuel président de la Confédération africaine d'athlétisme la mise à disposition par le gouvernement camerounais des fonds pour le financement de sa campagne et le lobbying mené par le Cameroun auprès des autres États membres pour le soutien de sa candidature. De soutien, et j'aimerais leur dire quelques mots. J'aimerais leur dire que pour moi ceci n'est pas une défaite. Ce n'est pas une défaite dans le sens où je me rends compte que j'évolue dans un monde d'hommes et que par exemple sur les 54 CNO qui sont présents, il n'y a pratiquement pas de femmes, et que le poste que je suis partie chercher était un poste qui était réservé aux hommes, et j'espère faire mieux dans 4 ans. On a été postulé un poste réservé depuis 30 ans pour un homme. Donc on n'a pas voulu avoir la facilité de prendre le poste de la 4e vice-présidente qui est automatiquement pour une femme. Donc pour nous et pour Fardoussa, c'est une victoire. C'était le seul poste où il y avait 3 candidats, île Maurice, Madagascar et Djibouti. Les Mauriciens a été élu, c'était le candidat sortant et c'est l'équipe sortante qui sont réélus. Donc pour Fardoussa, elle est jeune, c'est la plus jeune des candidates. Dans 4 ans, elle se représentera peut-être à la présidence de l'ACNOA. Et la totalité de l'élection de cette assemblée sera connue demain lors de la clôture. Écoutons à présent le discours du président de la CIO. Le grand remerciement et félicitations encore une fois à notre hôte, le Comité national olympique du Djibouti et sa présidente. Notre ami qui a présenté pas seulement des facilités excellentes pour cette réunion, mais qui nous a aussi offert une réception hier soir qui était si riche de la culture djiboutienne et africaine, que je suppose que tout le monde s'est réjoui de cette soirée magnifique ici à Djibouti. Pour ce séjour si bref, parce que je vais continuer de visiter 2 autres pays africains d'ici à Djibouti, et comme ça, j'espère bien que vous acceptez mon absence pour le reste de votre assemblée générale. Mais avant de partir, je tiens à féliciter
le président Palenfa pour son réélection à la tête de l'ACNOA de ce matin et tous les autres déjà élus et encore élus. Votre procédure d'élection, mais juste pour vous demander de continuer de travailler à l'ACNOA dans ce sens de l'unité et aussi de vous demander de continuer de collaborer étroitement avec le CIO et de nous supporter, de nous aider dans nos efforts d'assurer une future splendide pour tout le mouvement olympique, bien sûr en Afrique, mais aussi dans tout le monde. Autre nouvelle du pays, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, a reçu en audience hier après-midi le ministre ivoirien des Sports et des Loisirs, M. François Albert Amichia. Le chef de la diplomatie djiboutienne et son invité de marque ont abordé les voies et moyens propices au renforcement de la coopération bilatérale djibouti-ivoirienne au cours de l'entretien. Il a été question d'abord de l'importance de la position stratégique de Djibouti en tant que hub économique et commercial. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a ainsi soulevé les opportunités que Djibouti pourrait représenter pour les investisseurs ivoiriens en garantissant leurs investissements et leur offrant un espace économique favorable au développement des affaires. Par ailleurs, il a été question aussi du conflit interne du Sud-Soudan, des différents frontaliers qui opposent Djibouti à l'Érythrée et de la situation politique en Somalie et enfin le terrorisme qui sévit au large de la côte somalienne. Le ministre François Albert a remercié le chef de la diplomatie djiboutienne pour son accueil chaleureux et ce matin, le ministre ivoirien a été reçu en audience par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Kamil Mohamed. Le renforcement de la coopération entre les deux pays ont été au centre des discussions entre les deux parties. Dans le reste de l'actualité, le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni hier à l'hôtel Sheraton de Manama sous la direction du président de la CAF, M. Ahmad. Cette réunion a vu la participation du membre exécutif de la Fédération africaine du football. Les 15 points inscrits à l'ordre du jour ont été débattus pour l'amélioration du football africain. Lors de cette réunion, le président de la Fédération djiboutienne de football, M. Hussein Hassan Wabari, a été nommé membre du composition du comité d'urgence pour les réglementations des situations d'urgence du foot africain, et aussi il a été élu président du commission des arbitrages de la comité exécutif de la Confédération africaine de football. Rappelons que le président de la Fédération djiboutienne de football est le représentant des pays d'Afrique de l'Est auprès du CAF. Autre nouvelle, l'Agence nationale de la promotion des investissements, autrement dit l'ANPI, dépendant du ministère de la présidence chargé des investissements en partenariat avec la Chambre de commerce, ont organisé hier un forum d'affaires d'investissement Djibouti-Japon au Palais du Peuple. Était présent dans ce forum une forte délégation conduite par l'ambassadeur de Djibouti en Japon qui séjournait à Djibouti pendant 3 jours pour visiter les différents points stratégiques. Les objectifs du visite de la délégation japonaise étaient de poursuivre leur violente investiture davantage et de participer au développement économique de la République de Djibouti qui se voit opportuniste et les responsables des différents ministères ainsi d'autres. Pendant leur séjour à Djibouti, les investisseurs japonais, conduits par l'ambassadeur Ahmed Areta et les responsables du ministère de la présidence chargé des investissements, vont aborder des sujets importants concernant essentiellement sur l'investissement. Rappelons que les membres de la délégation sont des hommes d'affaires ainsi responsables de grandes entreprises privées japonaises. Se décline à plusieurs niveaux allant de la diplomatie à l'économie, en passant par l'armée japonaise ici présente, avec l'installation de la première base militaire permanente à l'étranger, à Djibouti, par le Japon. Nous nous réjouissons donc de votre visite, chers membres de la délégation, parce que c'est à l'occasion de cette rencontre
et d'interaction que cette séance de face-à-face, terminée avec une poignée de main, que les opportunités et les circonstances propices aux transactions importantes sont créées. Il est donc primordial de multiplier les visites et les contacts entre les communautés d'affaires de nos deux pays. Et d'ailleurs, pour rappel, la dernière visite d'une délégation commerciale de Djibouti effectuée au Japon remonte à décembre 2010 et de nombreux opérateurs privés y avaient participé. Et donc, vous avez suivi cette réunion ministérielle et un forum entre le gouvernement japonais et le gouvernement djiboutien. Et plusieurs membres du gouvernement djiboutien ont pris part et cette forte délégation qui va séjourner à Djibouti pendant 3 jours. Voici les propos du ministre de la Présidence chargé des investissements. Cette présence massive parmi nous des investisseurs de ce rang montre un engagement fort du Japon en faveur de l'Afrique. En effet, il faut rappeler que le Japon s'est engagé à investir près de 10 milliards de dollars d'ici 2018 avec le soutien de la Banque africaine de développement, essentiellement dans le développement des infrastructures et le secteur stratégique énergétique. L'initiative phare en faveur de jeunes africains intitulée African Business Education Initiative for Young est destinée à la formation des ressources humaines de notre continent. Elle comportera un nouvel axe dirigé vers l'encadrement intermédiaire avec un objectif ambitieux de former 30 000 personnes dans les 2 années à venir. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies lors de ce forum d'affaires entre les membres du gouvernement Djibouti-Japon. Donc déjà, il y a plusieurs sociétés qui s'installent déjà à Djibouti. Donc ça donne une relance pour dynamiser les relations économiques entre Djibouti et Japon. Ça c'est sûr. Oui, le développement durable n'est possible que s'il y a des investissements. Et c'est conformément à la feuille de route du ministre des Affaires étrangères qui met en pratique toute la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Aujourd'hui, la création du ministère des Investissements dirigé par son Excellence Ali Guelleh Aboubakar est surtout le franc. Hier, c'était à Singapour, aujourd'hui, c'est avec le Japonais, demain, ce sera avec d'autres. Et notre rôle en tant qu'ambassadeur est vraiment de faire que nos amis japonais, dans les compétences, en termes d'innovation, la qualité, sont connus et reconnus par tous. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, Hassan Idriss Amrié, a organisé mardi à l'INAP une cérémonie de départ en l'honneur de la première vague de quelques 16 chauffeurs recrutés par l'État du Qatar. Ce recrutement qui concerne un total de 100 chauffeurs ont été acquis, et ce dans le cadre d'une convention de partenariat sur le déplacement de la main-d'œuvre djiboutienne conclue avec le Qatar. Le ministre du Travail a exhorté ce premier groupe précurseur des relations du travail avec le Qatar à adopter un comportement exemplaire dans le pays d'accueil. Il a réitéré sa profonde reconnaissance à l'État du Qatar pour ce geste d'ouverture et de soutien accordé à l'endroit de notre jeunesse. Le directeur de la NIFIP a pour sa part souligné que le premier groupe un groupe donc reparti de 16 chauffeurs et le deuxième groupe suivront en principe prochainement. Ces chauffeurs sont embauchés donc par une société qatari dénommée Al-Mutawassibat. Ils seront embauchés en qualité de chauffeurs de taxi, en qualité de chauffeurs de bus. Eh bien, ces 16 chauffeurs ont été sélectionnés dans le premier groupe. Ces derniers ont reçu hier matin leur billet, leur visa pour commencer leur travail. Transport et le visa pour accéder pour commencer leur travail à Qatar. Les autres suivront. Voilà donc la cérémonie, le résultat de la cérémonie que nous présidons que vous êtes présente, que vous présidez aujourd'hui ici à l'INAP.
Écoutons M. Hassan Idriss Samlié, le ministre du Travail, qui a souhaité dans son intervention bonne route à cette première vague. Je souhaite la bienvenue aux chauffeurs qui vont bientôt partir à Qatar en qualité de chauffeurs. Donc je souhaite que vous serez les ambassadeurs, les porte-drapeaux de la République de Djibouti pour que d'autres opportunités de travail puissent se réaliser, pour que d'autres chauffeurs puissent être embauchés à Qatar après vous. Donc l'image que vous donnez du pays, la qualité de travail que vous allez offrir, donc permettra à d'autres Djiboutiens de se rendre à Qatar et d'embrasser d'autres fonctions. Donc soyez à la hauteur de la tâche qui vous sera confiée. Donc ayez à l'esprit que vous représentez dignement votre pays, représentez dignement votre pays, et nous, l'État, sera toujours à vos côtés pour vous soutenir et pour vous aider en cas de besoin. Et je vous souhaite bonne chance. Autre nouvelle, le deuxième transfert d'argent du programme national de solidarité famille, autrement a débuté mardi dernier au village d'Ali à Assamo, dans la région d'Ali Sabié. Ce programme initié par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, cible en particulier les ménages dans une situation d'extrême pauvreté. Au-delà des soutiens financiers, les familles bénéficiaires ont accès à des séances de sensibilisation qui seront assurées par l'UNFD. Il s'agit de favoriser par ce biais l'inscription et le maintien des enfants issus des foyers démunis au sein de l'école, mais aussi d'inciter les parents à la tenue régulière des carnets de vaccination de leurs enfants âgés de moins de 5 ans. La démarche et opportunité, elle vise au renforcement des capacités productives et éducatives des ménages bénéficiaires du PNCF. Celui-ci repose sur une approche intégrée de protection sociale dans la lutte contre l'exclusion des familles pauvres. D'ailleurs, dans le but de mieux coordonner les actions en matière de protection sociale, le secrétariat d'État chargé des affaires sociales a mis en place un registre national censé servir de base à toutes les interventions futures en faveur des franges vulnérables de la population djiboutienne. Et direction le nord à Tadjoura, où le conseil régional de la ville blanche a présidé une cérémonie de distribution des outils agricoles pour quelques 22 femmes volontaires pour ce jardin de cases. C'est ainsi que des pelles, râteaux, pioches et brouettes semences ont été distribués à ces femmes. Cette cérémonie a vu la participation du président du conseil régional, Omar Hussein, et du sous-directeur de l'agriculture au ministère de l'agriculture, M. Abdallah Burhan, ainsi que le représentant du PAM à Tadjoura. Un exemple, sur 1 mètre carré, avec 8 plantes de tomates, on peut produire de 20 à 30 kilos. C'est un programme qui s'est élargi dans le temps et dans l'espace. Nous allons aussi aller vers les sous-préfectures de la région de Tadjoura. Et je ne saurais terminer sans remercier Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awali, la représentante de la FAO à Djibouti, sans oublier le représentant résident du PAM, pour cet appui de ces moyens de production. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Abbas s'est dit prêt à rencontrer Netanyahou. Alors qu'il recevait son homologue allemand, Ramallah, le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé vouloir profiter de la visite de Donald Trump fin mai pour rencontrer Benjamin Netanyahou. Une annonce majeure de la processus de paix israélo-palestinienne. Au point mort depuis 3 ans. Les deux dirigeants ne se sont pas rencontrés depuis 2010. Le président américain Donald Trump a accepté notre invitation et nous attendons sa visite à Bethléem. Nous avons insisté sur le fait que nous sommes prêts à collaborer avec lui et à rencontrer les premiers ministres. Nous sommes parrainage pour construire la paix, a déclaré Mahmoud Abbas. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'est tenu en consensus défendu par la communauté internationale. Ceux qui connaissaient la région savent qu'il est devenu urgent de mettre en œuvre les propositions de la solution de 2 États. De notre point de vue, il n'y a aucune autre solution négociable, a rappelé Steinmeier lors de la conférence de presse conjointe. Le président allemand, dont la fonction est avant tout symbolique, avait la veille visité l'ONG Jiva Havia en Cisjordanie, où l'occupation par Israël marque en 2017 son 50e anniversaire. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.